Salut les apprentis sorciers, ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans la ville de Noël. Pour notre 4e conte de fin d'année, on va parler d'un grand classique occidental plein de forêts, de petits êtres et de pépins de pommes. Avant d'être un des tout premiers longs métrages d'animation occidentale, 1937 quand même. Blanche-Neige est un conte allemand dont la version la plus connue a été retranscrite par les frères Jacob et Wilhelm Grimm et publiée pour la première fois en 1812. Et à ce que je sache, il n'y a pas d'équivalent français de chez Perrault ou Madame de Beaumont. Par contre, il existe une version russe par Alexandre Pouchkine, Le conte de la princesse morte et des 7 chevaliers, publié pour la première fois en 1833. Et je suis certaine qu'il y en a encore plein d'autres, mais ça prendrait trop de temps de faire une liste exhaustive. Commençons donc par le commencement avec un petit résumé. Une reine quelconque dans un royaume quelconque se pique le doigt en cousant à la fenêtre. Voyant son sang sur la neige, elle se prend à rêver d'accoucher d'une petite fille aux cheveux noirs comme l'ébène du cadre, aux lèvres ou aux joues rouges comme le sang ou la rose, et au teint blanc comme la neige. Une réflexion comme une autre par une froide après-midi hivernale. Une mort en couche plus tard, le père de la petite Blanche-Neige se remarie avec une femme aussi belle que vaniteuse. La nouvelle reine, qui est aussi sorcière, commence toutes ses journées avec un boost d'ego donné par son miroir magique qui lui répète que c'est elle la plus belle, jusqu'au jour où il répond que c'est finalement Blanche. La reine ordonne donc à son chasseur de se débarrasser de la princesse, mais ce dernier préfère la laisser s'enfuir dans la forêt voisine. Sur place, elle tombe sur une jolie chaumière habitée par 7 nains qui acceptent de la nourrir et la loger en échange de travaux ménagers. Nous ne garantissons pas la réussite de ce plan pour vos futurs Airbnb. Sauf que le miroir sait tout et confirme à la reine que Blanche est toujours vivante. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, elle s'en va déguisée pour terminer le travail. D'abord avec un lacet de corset trop serré que les nains délassent, puis avec un peigne empoisonné que les nains lui retirent, et finalement avec une pomme qui lui reste littéralement en travers de la gorge. Les nains la veillent quelque temps jusqu'à ce qu'un prince random débarque comme par hasard, Comme par hasard. dans ce coin de la forêt avec ses serviteurs, sans tige de Blanche, Alors, mais c'est super étonnant ça. et obtient d'emporter le cercueil. Je veux pas savoir ce qu'il va en faire. Et pendant qu'il transporte la plante verte, un serviteur trébuche et la secoue, ce qui déloge le morceau de pomme coincé dans sa gorge et la réveille. Le prince lui demande sa main, elle accepte, et elles invitent la reine au mariage et la forcent à danser avec des souliers de fer chauffés au rouge jusqu'à la mort. TEBQFB, tout est bien qui finit bien. Fait-il bien de revenir à un conte avec une base simple? Bien d'accord, même si on se doute que ce n'est qu'une version parmi potentiellement des centaines d'autres. De toute façon, avec les contes, on connaît rarement l'origine exacte de tel ou tel titre. Ni les raisons derrière tel ou tel raisonnement magique. Quoi qu'il en soit, c'est une histoire suffisamment simple pour être adaptée dans d'autres médiums. Si la version de Disney est la plus iconique, et même si j'adore les effets d'eau dans ce film, certaines adaptations sont tout aussi sympathiques. Que ce soit à cause de leur côté nanar, comme la version Good Times ou encore Blanche-Neige et le Château Hanté, ou bien leurs ambitions tout à fait honorables, comme la version Once Upon a Time ou encore le film de 2019. Mais personne ne vous reprochera de sauter les versions qui mettent les potards à fond sur le salace décomplexé. C'est comme ce bourdon qui va de fleur en fleur. Il transporte le pollen. T'en fais pas, grand-mère. Je me suis déjà fait butiner la pâquerette, tu sais. Et c'est sans compter sur les diverses versions aux moyens et à la qualité variable. Mais pour l'heure, nous allons conclure l'année 2025 en donnant de nouvelles têtes au casting principal de cette histoire. À nos marques, prêts, dessinons. Blanche-Neige ? C'est vrai que t'es un peu pâle, mon chou. Mais quel est ton vrai nom? Blanche-Neige, disais-je, est l'héroïne du conte, qui est d'ailleurs sous-titrée L'enfant malchanceuse dans sa langue maternelle. Elle est caractérisée comme une jeune fille aussi jolie que jeunette. Jeunette à quel point? Au point qu'elle n'a que 7 ans dans le conte avant de grandir dans son coma pour atteindre l'âge adulte. Ça, le gars qui l'embrasse alors qu'elle végète ses limites, on va pas non plus faire le coup de la Loli bicentenaire. On dira donc merci aux adaptations qui castent des actrices majeures pour contourner les lois sur le travail des enfants. Quoi qu'il en soit, cette jeunesse en fait une personne très candide et très naïve, ce qui explique pourquoi elle se fait tout le temps avoir par la reine déguisée. Elle est une figure de l'innocence qui s'efface en devenant adulte, une pureté de cœur qui a souvent peu, aucune conscience de sa beauté physique. Ce qui correspond à la morale habituelle associée au conte sur l'éphémère de la beauté et la perversion de la vanité. La psychologie freudienne en rajoutera une couche avec son habituelle interprétation sexuelle, la pomme étant un symbole de fertilité corrompue par une reine vieillissante qui se sent menacée par celle qui aura bientôt le pouvoir de donner la vie.
Ou les nombreuses parodies montrant Blanche-Neige comme une aguicheuse limite nympho qui semble prête à se taper tout ce qui a un peu. Dans les adaptations, surtout celles qui tendent à vouloir être épiques, on essaye de la réécrire de manière à la rendre plus active dans son aventure. Parfois on lui apprend à se battre, parfois elle refuse la pomme, parfois elle est une élue de la prophétie qui délivrera le royaume de la tyrannie de la reine, parfois elle est une sale gosse égocentrique qui a besoin d'un arc de rédemption pour devenir une adulte respectable. Je ne dis pas que ce sont de mauvaises réinterprétations, elles sont même tout à fait en accord avec le cartésianisme de notre époque. C'est juste que j'aimerais faire quelque chose d'un peu différent. Pour perpétuer la tradition d'une Blanche-Neige aux cheveux courts, la mienne aura la nuque assez dégagée avec une frange bien délimitée, même si j'hésite à lui ajouter une natte. Histoire de nous éloigner autant que possible de la version Disney, j'ai décidé de lui donner une robe bleue avec des lignes jaunes. Ça va permettre de contraster avec son chemisier rouge-rose sans trop jurer. L'essentiel avec le personnage, c'est de lui donner de grands yeux de biche innocente ainsi qu'un air rempli de bienveillance. Elle a l'air plus perchée que bienveillante, ta Blanche-Neige. L'un n'empêche pas l'autre. Si je devais écrire une adaptation du conte, je pense que je ne dériverais pas trop du concept du personnage. Je la rendrais sûrement plus proactive, peut-être en la faisant partir à la recherche de son père, mais sans en faire un ersatz de Wonder Woman. Le problème d'avoir pour base un personnage très passif, c'est qu'on a le choix entre soit trahir leur caractérisation entière, soit l'assumer et en faire une bonne patte avec deux tensions. Et comme j'ai du mal avec des personnages passifs, j'ai souvent tendance à en faire trop dans l'autre sens. Dans l'idéal, j'aimerais atteindre un certain équilibre entre la Blanche-Neige typique et ses réécritures plus girl boss. La reine sorcière, non elle n'a pas de prénom, est l'antagoniste du récit. S'il existe de rares versions qui la présentent comme la mère biologique de Blanche, elle est pratiquement toujours écrite comme sa belle-mère, qui a épousé le roi quelque temps après la mort de la reine précédente. Ah ouais, quand il n'y a pas de lien biologique, il n'y a pas d'amour, c'est bien connu. En dehors de cela, elle est caractérisée par sa vanité et son orgueil. L'idée même qu'une autre femme soit considérée comme plus belle qu'elle est suffisante pour lui donner des envies de meurtre. Et même échouer 2 fois ne la décourage pas, elle fait vraiment tout pour se débarrasser de la concurrence. Il faut dire qu'elle a conscience que son pouvoir lui vient littéralement de sa beauté, un don pernicieux pour les femmes qui leur permet de s'élever dans la société tout en les réduisant à de simples décorations. De toute façon, à partir du moment où t'es pas un mec riche hétéro cis blanc, tu peux pas gagner dans notre monde. Du coup, pas mal d'adaptations tentent de la réécrire pour lui donner un peu plus de substance qu'une simple affaire d'orgueil, que ce soit en faisant d'elle une victime d'une famille toxique ou bien une revancharde en quête d'immortalité. Son côté magique est d'ailleurs sujet à débat. Dans le conte, elle a juste quelques objets enchantés mais aucun pouvoir en soi. Dans la plupart des adaptations, elle est une sorcière capable de projeter des rayons d'énergie, doublée d'une alchimiste émérite, triplée d'une métamorphe. Ça permet une certaine variété d'interprétation, surtout maintenant que la pomme est toujours empoisonnée et non juste trop grosse pour la gorge de Blanche. Même si la simplicité a du bon, j'avoue avoir envie d'épaissir un peu notre antagoniste. Pour commencer sur son apparence, j'ai voulu augmenter son étalage de richesse. En gros, elle n'a pas peur d'afficher le PIB du royaume dans sa garde-robe. Pour illustrer ces 2 péchés capitaux, à savoir l'envie et l'orgueil, j'ai décidé de lui donner des motifs en rapport avec les serpents et les pans. Comme j'avais envie de lui donner un petit accessoire, j'ai tranché pour un éventail avec un bout emplumé. Pour sa version vieille dame, j'ai voulu lui donner un déguisement plus du peuple, avec des tons sombres et un foulard sur les cheveux. Et bien évidemment, le panier de pommes pour Blanche. L'intérêt, c'est surtout de bien marquer le contraste entre ces 2 apparences. Je me suis donc basée sur la version Disney, en faisant de la reine une beauté hautaine mais contrôlée, qui se laisse aller à une certaine forme de folie une fois déguisée. Petite anecdote sur cette version. La reine, qui s'appelle Grimmaïd au passage, était censée être un personnage comique et cartoonesque dans le style des Silly Symphonies. Mais il a finalement été décidé de lui donner des traits réalistes et d'en faire une méchante sérieuse. Puis elles ont décidé de recycler leurs premières idées pour faire la reine de cœur. T'as des preuves de ce que t'avances au moins? Absolument pas, c'est juste une théorie que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça qu'on n'a pas d'émission de théorie. Dans mon pitch imaginaire, la reine ne veut pas juste être la plus belle sur Terre, elle aspire les âmes pour prolonger sa propre vie dans une quête inepte d'immortalité. Les jolies jeunes filles lui donnent bien plus d'années, donc elles sont ses cibles principales. T'aurais pas piqué ça à la reine Oriale? D'une, un concept ça n'appartient à personne, et de 2, j'ai pas souvent l'occasion de faire référence à cette série trop souvent oubliée, alors laisse-moi en profiter. Je bosse avec une gamine.
chiffre de 7, les nains sont des adjuvants importants du conte. Et on parle bien des créatures de la mythologie germanique associées à la Terre, pas des personnes de petite taille. Sauf dans la version russe où ce sont des chevaliers humains, tous frères, qui partent régulièrement chasser pendant que la princesse s'occupe de la maison. Les nains habitent dans une petite chaumière et recueillent Blanche-Neige en échange de quoi elle fera la cuisine et le ménage. On pourrait croire que 7 travailleurs à la mine présenteraient un casting plutôt large, mais ils sont en fait des figures relativement passives qui vivent leur quotidien hors des frontières du réel. C'est d'ailleurs pour ça que le conte ne les distingue pas les uns des autres, mais les traite comme une unique entité. On n'est pas face à un cas comme les Dalton, où Jack et William forment un lien entre les deux extrêmes que sont Joe et Avril. Du coup, la plupart des adaptations, ou du moins celles que je connais, donnent des noms et des personnalités propres à chaque nain, aussi basiques soient-ils, avec parfois une hiérarchie d'aînesse. Ce qui permet également de donner une famille de substitution à Blanche dans laquelle elle doit trouver sa place. Il y a même une version bien foutraque où les nains sont des naines chacune dotées d'un pouvoir sur la nature. Ça casse pas 3 pattes à Donald Duck, mais c'est une prise plutôt intéressante. On en fait aussi souvent des parias ou des rebelles qui fuient la tyrannie de la reine. Ça permet de mieux caractériser cette dernière comme un monstre à abattre et à légitimer Blanche-Neige en tant que souveraine. Ils vont même jusqu'à former leur princesse au combat et l'assister dans sa révolution. Mais une version que j'aime aussi beaucoup est le film d'animation coréen, où les nains sont en fait des princes maudits forcés de prendre cette apparence quand quelqu'un les regarde. C'était si facile d'avoir un baiser avec ce visage. D'ailleurs, je vous recommande ce film tout court, qui est de très bonne facture et étonnamment body positif pour la Corée du Sud. Et comme le trope de la famille de cœur est un classique indémodable, je pense l'utiliser dans ma réécriture. Pour me distinguer suffisamment de la plupart de mes références, j'ai pris 3 angles d'attaque. Déjà, on va piocher dans l'imagerie héroïque fantasy pour ne pas en faire des nains de jardin comme chez mamie et papy. Sérieux, ces trucs c'est comme OpenAI et la nana sur la pizza, ça devrait pas exister. Ensuite, on varie un peu les genres des nains. Je sais que c'est déjà un conte avec peu de figures masculines, mais comme ça, on atteindra une certaine parité avec le prince. Et enfin, au-delà d'un unique trait principal, je voulais les traiter comme une famille où chacun et chacune aurait un rôle précis. On aura donc une chef de clan, un médecin spécialiste des plantes, un cuisinier, un fermier, une bûcheuse, une bricoleuse et le petit dernier qui aide Blanche-Neige à trouver sa place et vice-versa. Pour cela, j'ai décidé de varier autant que possible les styles de leur barbe et la couleur principale de chacun et chacune. Bien sûr, on va pas tomber dans le cliché des Sentai, mais attribuer une couleur principale est nécessaire pour différencier les personnages les uns des autres, a fortiori en animation. Et Into the Spider-Verse? Ça, c'est un cas plus compliqué et on n'a pas trop le temps de divaguer. Ok. Dans mon pitch imaginaire, qui ressemble de plus en plus à une série courte dans ma tête, les nains sont une famille qui se partage l'entretien de la maison, l'exploitation de la mine et la vente de leurs trouvailles à des artisans et artisanes dans la capitale. Du moins, jusqu'à ce qu'une princesse ingénue ne débarque dans leur vie bien huilée, pour le meilleur comme pour le plus tragique. En dépit de la réputation assez réductrice du conte, le texte original de Blanche-Neige est très marqué par les symboles de la féminité. La piqûre de la mère de Blanche pour le cycle féminin, la neige pour le lait maternel, la pomme pour la fertilité, etc. C'est aussi une histoire de femmes, puisque les seules figures masculines sont absentes plus de la moitié de l'histoire. Le roi disparaît sans plus de commentaires, et le prince est juste un DEM. Deus Ex Machina. Qui sert de récompense à Blanche. Les nains ne comptent pas comme des hommes vu qu'ils ne sont pas humains. C'est une logique de conte alimentée par des croyances et des rituels qui ont persisté dans le temps, mais dont on a oublié la signification première. C'est sans doute ce qui en fait une histoire difficile à accepter ou adapter pour la pensée cartésienne moderne. Même les versions animées, qui sont moins contraintes par l'exigence du photoréalisme que le live-action, font des réécritures pour ne pas heurter notre esprit logique. Par exemple, en introduisant le prince plus tôt dans le récit. Mais elles proposent leur propre symbolique tout aussi poétique et émotionnelle que leur équivalent raconté. Un bon ou une bonne réalisatrice doit savoir utiliser les outils à sa disposition et le vocabulaire de son médium, tout comme un bon ou une bonne conteuse doit savoir donner vie à l'histoire qu'elle transmet. Dans le cas de Blanche-Neige, il y a autant de chemins possibles que de manières de les explorer. Alors autant essayer d'être bien accompagné.
Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous connaissez la chanson, je pars en vacances et vous retrouve en février pour continuer à parler chara-design et narratologie. Donc en attendant la reprise, n'hésitez pas à liker, Partagez, vous abonner, suivre mes réseaux, suggérer des idées de personnages à redesigner dans les commentaires et à checker mon onglet communauté pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ailleurs, si vos finances vous le permettent et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don sur ma page Tipeee, ce qui vous donnerait accès à des contreparties comme les vidéos en avant-première, votre nom au générique, des illustrations personnalisées ou même le choix du dernier épisode de la saison de redesign ou de Deal et Terme. Tipeee, Ozzy et moi, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et de merveilleuses choses pour 2026. À la prochaine les gens. Noël, je n'aime pas les animaux et je n'aime pas les fleurs des champs. Je déteste le soleil et les hirondelles au printemps. J'ai de l'animosité pour presque tous, mais non vraiment, je ne déteste pas Noël. Mon enfance était atroce, mais j'étais pas si malheureux que ça. Tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir été un peu raplapla. C'est grave, tu crois? Comment prouver aux gens que je suis le génie du mal si je ne trouve pas de défaut à cette fête familiale? Si j'étais pas ambigu, je donnerais la son finale. Mais je ne déteste pas Noël.